Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine de nouvelles qui entre chez vous. On est le mercredi 25 juillet 2018. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Huma et bonjour à tout le monde. Et nous sommes en direct également sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube. Nous sommes en direct sur notre site internet également, intexto.ca. Alors, on parlera du bilan du Festival de musique créole de Montréal. C'était le week-end dernier avec Lionel Luc, avec notamment des groupes qui n'ont pas obtenu leur visa pour participer à ce festival à la suite des émeutes du pétrole en Haïti. Ouais. Et en Haïti? En Haïti, on va se rendre au Parlement, Jean-Huma, avec... Michel-Ange Gédéon s'est fait cuisiner hier. Ah, absolument. Le chef de la PNH a dû donner des explications sur le manque d'efficacité de la PNH par rapport à tout ce qu'on sait. Vous aurez des précisions de M. Gédéon. En Haïti, c'est aussi un sitting devant le palais... de justice? Oui, de Port-au-Prince. C'est des membres de certaines personnes... Qui ont été arrêtés. Oui, les proches de certaines personnes qui ont été arrêtées à la suite des émeutes. Des difficultés qu'on a eues en Haïti ces derniers temps. Ils réclament l'élargissement de leurs proches. Quoi, ils étaient innocents? C'est ce qu'ils croient, en tout cas. Ils demandent que le commissaire du gouvernement puisse... libérer leurs proches. On croyait qu'il y avait scandale impliquant M. Boulos, mais non? Mais non, il dit avoir fait un placement à l'ONA. Ce n'est pas un prêt qu'il a fait. On parle quand même de 700 millions de gourdes. Vous aurez des détails un peu plus tard. C'est un placement, ça rapporte. Là. 700 millions de gourdes que vous avez placés, ça rapporte. Hein, on va voir tout le monde. Ouais. Et puis, voilà, on va vous parler de tout ça et de bien d'autres. Ouais. Folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Boula. Info haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Auba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes F.K. Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Robert Mancourt. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dany Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission $40 à l'avance incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque. Billets et infos, haïtienfolie.com. En fait, selon exactement aussi nos récents décomptes, entre 18 à 19 000 personnes, exactement, qui seraient quand même foulées le sol de l'atelier durant les 3 journées. Donc, est-ce que c'est beaucoup plus que l'année dernière, la 4e édition?
Oui, légèrement plus que la quatrième édition. Donc, l'année dernière, on a frisé quand même le seuil de 15 000. Donc, 15 à 16 000, là, on est rendu. C'est-à-dire qu'on avance. On ne fait pas de pas géants, mais on fait des pas tortues quand même. Voilà, Lionel Luc, organisateur du festival de musique créole qui est devenu une habitude, une institution même dans Saint-Michel qui se passe à la Tohu. C'était le week-end dernier. C'était 3 jours de bon climat, à part dimanche matin que la pluie se faisait menaçante, mais il a été chanceux que la pluie s'est arrêtée quand même vers 1h, 2h de l'après-midi. Le soleil a pointé le bout de son nez. Et les festivaliers ont pu quand même sauter, piaffer, danser, tout ce que vous voulez. Et c'est pas loin de 30 groupes qui ont défilé sur les stands du festival à la Tohu, en plein Saint-Michel, justement pour satisfaire les goûts musicaux justement des festivaliers qui venaient d'un peu partout. Parce que le festival est devenu très international. Ouais. Il y a des gens qui sont arrivés quand même des États-Unis pour participer à ça, ou d'Ottawa, d'un peu partout. Ce n'est pas seulement des gens de Montréal. Et comme ils viennent de l'expliquer, d'année en année, il y a un peu plus de gens qui participent au festival. L'année dernière, la 4e édition, c'était à peu près 15 000. Et là, il frôle le seuil de 18 000 personnes sur les 3 journées. C'est quand même des chiffres intéressants. Oui, c'est quand même des chiffres intéressants, mais ce n'est pas encore ça, selon. Il n'est pas tout à fait satisfait, comme il l'a dit. Hein. Il ne fait pas des pas de géant, mais il fait des pas de tortue. Ça avance à petits pas, mais ça avance sûrement vers vraiment une grosse entreprise, le Festival de musique créole de Montréal. On va écouter de nouveau Lionel Luc qui va nous parler de la participation des groupes, une trentaine, et de sa satisfaction aussi. Donc, en faisant tout ça aussi, ce clin d'œil, ça prouve en quelque sorte le côté multiculturaliste dans la communauté au Québec, dans lequel on vit, donc la province dans laquelle on vit. Donc, c'est que il ne faut pas tout simplement aussi laisser ça juste entre nous, avec nous, pour nous. Donc, il faut ouvrir cet horizon et de façon différente. Oui, le public qui se déplace majoritairement sont de la communauté haïtienne, mais il ne faut pas oublier que nous sommes au Québec, mais on ne vit pas dans un vase clos. Donc, il faut toujours trouver aussi l'opportunité de donner une chance aux autres communautés, non? Peut-être de venir apprendre à nous découvrir. Et tout comme aussi nous aussi on apprend à les connaître, bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons fait avec le groupe de la République dominicaine, Freddy Anthony. Et combien de groupes au total est-ce que vous avez accueillis à l'occasion de la 5e édition? C'est quand même beaucoup de gestion. En fait, c'est une question en deux volets. Combien de groupes et comment est-ce que ça a été difficile de gérer tout le monde? Est-ce que on parle d'environ une trentaine de performances et plus regroupées sur les 3 journées. Est-ce que ça a été difficile de gérer tout le monde? Et étant donné que nous avons quand même une expérience digne de son nom, une expérience en béton, donc on ne peut sous-estimer ce qu'on a pu faire versus tout ça. Donc ceci étant dit, tout a été fait dans les règles de l'art. Ça n'a pas été si difficile parce qu'on a de l'expérience. Hein? Voilà, l'expérience est là, un peu toutes ces années. C'est un budget de 400 000 que ce bonhomme-là a géré à l'occasion de ce festival. Et surtout, les billets d'avion, les honoraires des groupes, les imprévus, et patati et patata, c'est quand même beaucoup de gestion pour faire venir une trentaine de groupes pendant 3 jours ici à Montréal et performer, monter toute une programmation à l'occasion d'un festival qui donne rendez-vous chaque année d'ailleurs. Mais on sait qu'il y a un problème avec les visas, Jean-Emmanuel. Oui. Ben, justement, c'est l'une des conséquences des émeutes du pétrole en Haïti. Vous vous souvenez, les 5, 6 et 7 juillet dernier. À la suite de ça, apparemment, l'ambassade canadienne en Haïti a resserré les critères de livraison de visa. Et justement, ce qui a fait que il y avait plusieurs groupes, Lionel Luc va les citer, dont Bookman Experience, qui n'a pas pu obtenir... Bon? Oh oui.
Bookman Experience n'a pas pu obtenir des visas pour venir participer au festival. On ne l'a pas vu, Bookman Experience. Pourtant, ce groupe-là, mythique d'Haïti, est un habitué justement du festival de musique créole. L'année dernière, Bookman Experience était là, mais Bookman a été victime justement de ce resserrement des critères au niveau de l'ambassade par rapport à des visas accordés à des gens. Écoutons Lionel Luc. Il y en a plusieurs. Il y en a, par exemple, Chihuahua n'a pas eu son visa. Et qui d'autre encore qui n'a pas reçu son visa? Et Kenny Way, le groupe de Kenny Deman, n'a pas reçu son visa. Donc, et qui d'autre? On a eu, il y a aussi le groupe, Zatrap n'a pas pu déposer ses effets aussi à temps, mais on avait eu un problème de temps aussi qui jouait contre nous. Donc, mais en fait, pour ces groupes-là, on peut dire que partie remise, en espérant que l'année prochaine, on va prendre ça de bonheur et puis pour faire marcher ça, quoi. Oui, et puis c'était des circonstances indépendantes de la volonté du festival aussi. Oui, absolument, absolument. C'est sûr que nous avons tous mis les moyens en œuvre aussi pour les avoir, mais malheureusement, pour certains, l'ambassade, c'est l'ambassade qui décide, hein, donc le consulat a décidé. Et puis ça aussi, on va faire des interventions à savoir pourquoi aussi, pour quelles raisons qu'on les a refusé visa, parce que ce sont quand même des artistes qui évoluent dans le pays qu'on en avait vraiment besoin d'eux, au festival, bien sûr. On va espérer que l'année prochaine, tout ça va être réglé. Encore une fois, c'est les conséquences des émeutes du pétrole qu'on a enregistrées en Haïti récemment. Et déjà, pour conclure, Lionel Luc retient les dates déjà de la 6e édition du festival. Ça sera la dernière fin de semaine du mois de juillet. Donc, il va repousser ça de 7 jours. Et déjà, cette période-là est retenue justement pour la prochaine édition du festival. On aura à revenir de ça d'ici quelques mois, peut-être, parce qu'il va commencer à en parler, à faire la promotion de ce festival qui est devenu une institution dans Saint-Michel à la Tohu. Et heureusement, notre ami François n'a pas besoin de visa. Non, pas du tout. Et je ne l'ai pas croisé à la Tohu. Il avait promis de sirène, en plus. Vous n'étiez pas là quand moi je suis là. D'accord. Il fallait me demander quand je devais être là. C'est là. Il fallait prendre rendez-vous avec toi au festival. D'accord. Alors, comment il va? Oui, très bien. Et puis, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que le soleil continue. Je te dirais que c'était pas mal quand même. J'ai dormi. Oui, tout à fait. Pas assez, mais j'ai dormi. Oui, mais on va enchaîner avec le Mandé. Oui. Qui parle des problèmes de visa. Parce que, effectivement, c'est une situation très difficile. Et on a eu un article hier qui disait que le visa de tourisme au Canada, ça devient une loterie. Une loterie? Oui. Une loterie. On dit que, alors que le Premier ministre Trudeau est en train de dire sur tous les toits que le Canada est un pays ouvert, un pays accueillant, c'est facile de faire un tour, mais dans la réalité, c'est non. C'est ce qu'on dit. On dit que le taux de refus est passé globalement de 18% en 2012 à 26% en 2017. Et durant les 3 premiers mois de 2018, il a grimpé à 30%. Ça, c'est au niveau international. En plus de ça, le Canada a imposé les données la biométrie à presque tous les pays aujourd'hui. Ça veut dire entraînant des coûts supplémentaires. Ça veut dire que autrefois, il y avait à peu près 29 pays qui devaient passer les tests de biométrie, notamment Haïti, Jamaïque, la Libye, l'Iran, l'Irak. Haïti faisait partie. Haïti était le seul pays de l'Amérique à faire partie de cette liste-là. Maintenant, on étend cette liste-là à 145 pays. 145. 145 pays. De 29 à 145, c'est beaucoup. Selon le Global Mail, c'est que c'est vraiment une situation qu'on ne comprend pas. On a l'impression que le Canada veut envoyer un message. C'est quoi ce message-là? Parce que d'un côté, le Premier ministre dit oui, on est prêt à accueillir, oui, le Canada est ouvert, mais dans les bureaux des visas,
il y a des gens qui disent non, on n'est pas prêt à vous accueillir, non, on ne peut pas que vous veniez. Alors, vous voyez, c'est vraiment une cacophonie, une situation difficile. Alors, le gouvernement elle-même dit qu'une réforme s'impose, on ne peut pas continuer à refuser systématiquement des cas sans même donner des raisons valables, parce que souvent les raisons évoquées dans les lettres de refus ne correspondent pas aux réalités. Souvent, vous vous rappelez dans le cas de la personne au Venezuela, la raison pour laquelle on avait refusé était totalement contraire à ce qu'on avait dit. Alors, c'est une situation extrêmement difficile. Les analystes et les observateurs pensent que le parti libéral, le gouvernement libéral se trouve vraiment en une situation très difficile. Il y a le message qu'on veut envoyer, mais il y a en même temps le parti conservateur qui a été talonné sur tous les fronts. Parce que pour le parti conservateur, le pays est devenu une passoire, et les gens rentrent de n'importe quelle façon. À ce moment-là, le Canada est en train de. Le gouvernement est en train de dire quelque chose, mais ne peut pas l'appliquer parce qu'autrefois, on pouvait avoir plus de possibilités de visa avec sur le gouvernement libéral, mais les choses ont changé parce que l'année prochaine, il va y avoir les élections. Alors, c'est très, très, très difficile par rapport à ça. Donc, je voulais enchaîner avec la question de visa. Un groupe comme Bookman Experience, par exemple, un groupe qui se passe de présentation. Comment peut-on imaginer que Bookman Experience ces gens-là pourraient rester ici? En tout cas, c'est pas évident. Ensuite, toujours dans la même terme, avec les discussions entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Encore hier, il y a eu une réunion du comité parlementaire. Oui, une réunion d'urgence, comme ils disent. Exactement. Là, le ministre Rav Gaudiel dit qu'il n'y a pas de solution magique pour la question des demandeurs d'asile. Là, on est en train de talonner le gouvernement sur tous les fronts parce qu'on dit que de plus en plus de personnes arrivent ici, même si la tendance est à la baisse. On dit que les gens continuent à arriver. Mais il y a un article qui est sorti de la presse aujourd'hui qui va faire mal au gouvernement parce que le gouvernement américain commence à s'inquiéter de l'arrivée des personnes en provenance du Canada de façon clandestine, de façon illégale. Ça veut dire que déjà pour les 3 premiers mois, on a noté près de 337 personnes qui ont traversé la frontière américaine, qui ont quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis de façon clandestine. Et là, on dit, on surveillait autrefois la frontière avec le Mexique. On ne pensait pas que la situation serait presque la même. Alors, je dis presque, mais c'est un peu différent dans le sens qu'il y a plus de Mexicains qui sont dans. Attends une seconde. Pourquoi ça devrait faire mal au gouvernement si l'inverse est tout aussi possible, non? Parce que les demandeurs d'asile, ils traversent la frontière de manière illégale des États-Unis vers le Canada. Non, ils traversent des États-Unis vers le Canada. L'inverse devrait être possible aussi, non? Non. Il y a une différence notable. Les gens qui traversent de façon illégale pour le Canada ont été interceptés par une police locale, par la GRC, qui les a laissés entrer. Ça veut dire qu'on dit qu'ils sont traversés de façon illégale parce qu'ils ne sont pas passés par la frontière officielle, mais on sait qu'ils sont là. Okay? C'est une entrée illégale contrôlée. Le terme illégal n'est pas approprié, c'est de façon irrégulière. Alors les experts disent qu'on ne devait pas utiliser le terme illégal parce que la loi sur l'immigration au Canada dit que si on travaille de façon illégale, on doit aller en prison, on devrait absolument. Mais ils ont traversé de façon irrégulière. Dans le sens qu'ils ne sont pas passés par le bon côté. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de secteurs demandent l'annulation de l'entente entre les pays tiers sûrs. Vous vous rappelez, on en a discuté. S'il n'y a plus d'entente entre les pays, entre les États-Unis et le Canada, tout le monde peut passer à la frontière et on va éliminer cette immigration irrégulière. Mais pour le moment, ce qui se passe, c'est que les gens qui traversent pour le Canada, au moins on sait qu'ils sont là. C'est-à-dire que ceux qui traversent du Canada aux États-Unis, on ne sait pas si un agent américain n'arrive pas à les intercepter.
C'est pourquoi c'est totalement différent. Alors, on se retrouve en situation, ce que le gouvernement a fait, il a invité un réfugié ghanéen qui avait traversé la frontière pendant l'hiver. Vous vous rappelez de ce cas-là? Oui. Il avait perdu tous ses droits pendant l'hiver. Il a marché pendant plus de 6 heures de temps. Et dans le froid, il ne savait même pas où il pouvait s'orienter. Et finalement, on l'a fait intervenir. Et il a expliqué que le Canada n'est pas une passoire. Lui, il a eu une audience en bonne et due forme. Il a pu réussir son audience. C'est pas parce qu'on a été clément envers lui, mais c'est parce qu'il avait effectivement un problème. Il est venu, il a quitté le Ghana pour aller aux États-Unis. Il voulait rester aux États-Unis, mais les discours de Donald Trump et la façon dont les agents traitent les gens à les condenser, et tout cela l'a affecté et lui, il a quitté pour venir au Canada. Ah ben c'est la même chose. C'est la même chose pour les Haïtiens qu'on est en train de renvoyer, non? Et ils ont peur du discours de Donald Trump aussi. Oui, mais sauf que... Alors, c'est quoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? Non. Là, on parle d'un cas exceptionnel pour le Ghana, le Ghanéen qui est venu, qui a fait sa demande. Ben oui, mais il est passé par les États-Unis aussi. Regardez, on va mettre les points sur les. Et au niveau de la commission de l'immigration, on analyse les cas suivant un des motifs de la convention. Ça veut dire que le discours de Donald Trump ne fait pas partie de la convention. On est persécuté, si on est persécuté pour une question de race, de nationalité, de religion, d'opinion politique, de groupe social, et même question, on a des menaces à sa vie, là maintenant ça fait partie de la commission. Et ça fait partie de la persécution. Et la commission de l'immigration traite des dossiers sous 3 articles, 96, 97, 98, 96 pour la convention, 97 pour personnes à protéger, 98 si on a exclu, comme les gens qui viennent du Brésil, ça veut dire que si ces gens-là, par exemple, avaient une résidence ailleurs. Alors, la commission n'a pas d'autre chose à regarder. Ça veut dire, on regarde est-ce que la personne a un risque par rapport à l'un de ses motifs. C'est-à-dire que le discours de Donald Trump, ça c'est politique. Après le refus, c'est le gouvernement maintenant qui doit donner une solution politique au cas de refus. Mais la commission ne peut pas assister quelqu'un à cause de Donald Trump qui dit quelque chose. Oui, c'est très technique alors. C'est très technique à ce niveau-là. Oui, c'est très technique. Ça veut dire que la commission va se pencher sur un cas parce que la personne est persécutée. Et c'est ça, lorsqu'on arrive à l'audience, la première chose, on demande à la personne, c'est quoi votre crainte? C'est quoi votre risque à donner votre retour dans le pays? Alors, on ne va pas dire, Donald Trump a dit ceci, parce que ça ne fait pas partie de la convention. Donc, si on devait commencer par tenir compte des discours incendiaires de Donald Trump, des discours, je ne sais pas, d'autres dictateurs, d'autres personnes qui disent n'importe quoi, finalement, il y aurait plusieurs conventions à suivre. Alors là, on reste sur ce point-là. Le Ghanéen a dit qu'il est venu. Et d'ailleurs, on a pris en considération son cas parce qu'il a perdu tous ses droits. Ça, c'est quelque chose aussi qui pouvait passer en humanitaire. Mais ça, c'est un cas. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le gouvernement qui sent la patate chaude, qui voit que le Parti conservateur est talonné, et ce n'est pas seulement le Parti conservateur fédéral, le Parti conservateur en Ontario, la ministre qui est responsable de l'immigration pour l'Ontario, Mme Macron, elle est vraiment sévère envers le gouvernement. Vous savez combien elle a demandé comme dédommagement? Combien? 200 millions. Elle a demandé 200 millions. C'est une blague ou quoi? C'est une blague? Une ministre ne peut pas blaguer. Enfin, j'espère que non. J'espère que non. Même le Québec n'a pas demandé un montant comme ça. Oui, et pourtant 80% des gens sont allés au Québec. C'est ça. Ce sont les Nigériens qui sont allés en Ontario. Elle a demandé 200 millions de dollars. Ça devient un commerce. Hein? Bon, oui, et elle dit que là, les Ontariens sont pro-immigration si et seulement si on fait cette note de 200 millions. C'est du machinage, ça. C'est incroyable. Ok, d'abord. Et là, ça va devenir un enjeu électoral l'année prochaine. C'est clair. Oui, c'est clair.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment ça. J'ai encore du temps? Pas beaucoup, une minute peut-être. Tu as une dernière information? Alors, une minute, c'est pour vous saluer, pour vous remercier d'avoir l'écoute. Non, tu peux ajouter. Vas-y, François. C'est ça que je voulais. Ensuite, au niveau de l'agence de services frontaliers, là aussi, on a annoncé au niveau de la détention, il y a encore un article qui est sorti que l'agence va faire tout ce possible pour éviter de mettre en prison les gens qui arrivent. On va essayer de trouver une solution parce que la détention reste et demeure le dernier recours. On ne peut pas, par exemple, continuer à garder les gens en détention. Surtout pour les demandeurs d'asile, on dit qu'on va essayer de faire plus adoption. Le porte-parole de l'agence, Bart Chambel, dit qu'on va travailler, on va essayer de prendre plus de temps, surtout avec les gens qui sont arrivés, mais quand il y a une baisse, on va prendre plus de temps pour comprendre ça. Okay. Parce que les chiffres sont sortis pendant les 9 mois qui sont terminés le 31 mars 2018, on a détenu 7364 personnes pendant 12 jours en moyenne. Wow. Ah, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est beaucoup, définitivement. Il y a eu 155 mineurs parmi les 7364. 5 d'entre eux n'étaient pas accompagnés de leurs parents. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est beaucoup. Pendant 12 jours en moyenne, on a détenu 7364. Alors, de 3 centres de détention, Laval, Québec, Toronto, ça veut dire que là, de Laval, Toronto et Vancouver, on a seulement 3 centres de détention. C'est assez grave. Et quand il n'y a pas assez de place, par exemple, à Laval, vous savez où on emmène ces gens-là? Où ça? À la prison de Gouin. Ah bon? Oui. À la prison pour les criminels. Ouais. Parce que quand il n'y a pas assez de place. Vous voyez, alors c'est ça. Alors, là, c'est très critique. L'ONU ne tolère pas ça. Et on dit que ce n'est pas possible qu'un pays comme le Canada puisse utiliser cette méthode-là. Et en parlant de l'ONU, le porte-parole de l'ONU en matière d'immigration était également à la rencontre. Il a traité les gens qui parlent de crise d'immigration au Canada de populistes. On dit que c'est pas parce que vous voulez gagner quelques votes que vous devez, par exemple, continuer à dire qu'il y a une crise des demandeurs d'asile au Canada. Il fallait aller de l'Afrique subsaharienne, aller pour voir comment ça se passe. Vous allez voir c'est quoi il dit. Oui, c'est ça. Okay. Bon, merci beaucoup, François. Ça, c'est bon. Merci à tout le monde. À demain. Ouais. À demain, François Jean-Denis, qui dirige la ferme Vision Max Service, spécialisée en immigration. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook ou sur notre site internet intexto.ca où vous pouvez écouter et voir cette émission également. Bonne journée, François. La pause. Bonne journée, Janina. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien,
la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h33. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal, le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto, intexto.ca. Vous pouvez nous suivre et nous écouter sur Facebook, sur nos différentes plateformes. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre. Nous sommes en collaboration avec plusieurs pages Facebook, dont Réseau Nord-Ouest, qui nous permet de partager cette émission dans leur réseau tous les matins. Il y a Montréal Pluriel, il y a aussi DJ Slim et plein d'autres. Et merci à tous ceux qui partagent, qui likent, qui font des commentaires tous les matins. N'hésitez pas à partager justement cette émission pour permettre à plus de gens d'être informés sur ce qui se passe ici à Montréal, dans les communautés culturelles et au Canada en matière d'immigration avec François Jean-Denis et en Haïti aussi où nous allons faire un tour avec Michel-Ange Gédéon qui s'est fait cuisiner pas mal hier au Sénat. Jean-Marc, qu'est-ce que M. Gédéon a expliqué concrètement aux parlementaires hier? Oh, M. Gédéon a parlé de différents problèmes dont... C'est un véritable listing des problèmes alors. Ah oui, absolument. On n'en finira pas de parler de ces émeutes qui ont eu lieu les 5, 6, 7 juillet dernier. Et Michel-Ange Gédéon qui a manqué sa rencontre avec le Sénat la semaine dernière, l'a eu finalement hier. Et c'était l'occasion pour Michel-Ange Gédéon de donner sa version des faits. Il a expliqué globalement qu'il y a eu une réunion le 5 juillet du CSPN, donc avec le Premier ministre démissionnaire, Jacques-Guy Lafontaine. Et c'est pendant cette réunion que M. Lafontaine les a informés qu'à minuit, le 5 juillet, minuit entre le 5 et le 6, que la décision allait être officielle, allait tomber à propos de l'augmentation du prix de l'essence. Alors, ce qu'il a dit tout de suite au Premier ministre, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes, non seulement que c'était tard, que c'était serré, et que d'habitude qu'il lui fallait au moins 48 heures à l'avance pour se préparer afin d'investir à la rue pour éviter que la population, qu'une situation comme ça se produise. Il a même rappelé aux parlementaires que lors de la publication des résultats des dernières élections, le Conseil électoral provisoire avait planifié avec lui tout ça, toute la publication des résultats, parce qu'on craignait, on redoutait des casses, des manifestations dans les rues, et le Conseil électoral l'avait averti 48 heures à l'avance que dans
d'ici 2 jours, on va publier les résultats. Donc, prenez les dispositions nécessaires pour investir à la rue, prendre les dispositions, mobiliser vos troupes de façon à éviter qu'il y ait des casses. Il dit, dans ce cas-ci, non, il n'avait pas de temps de se préparer et malgré tout, il avait demandé au Premier ministre de faire sortir les chèques des policiers qui n'avaient pas reçu leur salaire encore et surtout de prendre un certain nombre d'autres dispositions et qu'il avait appelé son haut état-major, toute sa chaîne de commandement. Il les avait prévenus de prendre les dispositions nécessaires. Mais écoutons Michel-Ange Gédéon. Qui ont suivi cette rencontre du CSPN tenue à la résidence officielle du Premier ministre, une fois arrivé à la direction générale, l'ont convoqué et DCPA, et DDO, et coordonnateur des directions départementales. Dans la mission que nous disons il faut adopter des mesures adéquates tendant à sensibiliser, à motiver les policiers en vue de l'accomplissement de leur mission, avoir recours au support et aux assistances des partenaires institutionnels, mairie, SMCRS, travaux publics, MINUJUS, dans le cadre de cette mission. Rétablir l'ordre public, libérer dans le meilleur délai en cas de blocage de route les artères prioritaires, les routes nationales. Les instructions du DG tout de suite après la rencontre tenue le 5 juillet 2018 à la résidence officielle du moins de 24 heures. On a enregistré les problèmes le 6. Et pour votre information, si vous êtes la caillou, vous ne pouvez pas comprendre ça t'a passé. J'étais dans les rues, mes hommes aussi. Des barricades à chaque 10-15 mètres. Or, les décisions on prend, c'est chiffre. 6 heures du matin, 7 heures du soir, oui, t'es dans le commissariat. Deuxième chiffre qui prend le faire relève là, il n'est pas capable de venir parce que tout est bloqué. Ça t'aurait pour aller. Voilà, Michel-Ange Gédéon qui expliquait comment les policiers étaient pris de court par ce qui s'était passé. Il y avait toutes sortes de problèmes, de cacophonie, comme disait le chef de la direction départementale de la police de l'Ouest, Berson Soljo, vous vous souvenez, la semaine passée. Et en plus de ça, oui, vas-y. Monsieur Gédéon parle aussi d'un problème de motivation au niveau... Il admet qu'il y a un problème de motivation, apparemment. Absolument. En plus des problèmes de salaire, il évoquait des problèmes d'assurance pour les policiers. Mais ça, c'est des problèmes qui sont là depuis... depuis des lustres. Et qu'il faut adresser... De façon beaucoup plus institutionnelle. Beaucoup plus sérieuse et avec le temps et mener... vraiment rencontrer les responsables politiques à ce niveau-là pour résoudre ces problèmes-là. Mais surtout, M. Gédéon a beaucoup parlé de ces problèmes-là devant les sénateurs et qui aurait fait en sorte que la police était moins efficace pendant les émeutes. Problème motivation n'a pas dit malgré lui-même, si avec grand chiffre ça, oui, on va la ces problèmes. Avec lui-même et lui-même seul, quelques policiers qui vraiment senti au conseil de ça pas fait là, ils ont bravé ou plan, ils ont pris la pied. Samedi, moi convoqué ni MINUJUS, ni DCPA, ni DDO, ni coordonnateur, direction départementale pour de nouvelles instructions par rapport à question la rue a vient poser nous. Gonjon d'abordé le 6, le 7, pendant quelques heures nous comment lier. Faut changer fusil d'épaule, faut changer stratégie, et c'est là convoquer l'autre rencontre, dire mais ça ne va pas faire. Et c'est ça le dit. Pour nous, dans la question sécurité, 3 mots ça ont nous inscrit dans le caractère gras. Un homme, une mission et des moyens. Si m'te faille mission, jodi en là, espace ça va exister. Et danger est imminent. Si m'te faille mission, Marriott c'est à passer le tapis jodi. Si m'te faille mission, TNH tapé senti. Si m'te faille mission, grand pile entreprise qui sous ta quoi, yo t'a passé même à ça qui te supplication et au dépillé. Ouais. Pour M. Gédéon, il n'a pas du tout failli à sa mission là. Non, pas du tout, pas du tout. Il a reconnu que quelque part, il avait une petite responsabilité et qu'il déplore qu'il y ait eu des... C'est comme, il a sauvé quelques entreprises ou quelques immeubles qu'il vient de citer, mais... Ça faisait partie de sa mission. Mais les autres ne faisaient pas partie de sa mission. C'est ça le problème. À l'entente, il fallait tout détruire pour qu'il ne faillisse pas à sa mission. Voilà. Bon, on verra ça dans les commentaires parce que bon, on ne comprend pas. Protéger et servir, c'est comme si
protéger la vie et les biens, là. C'est comme si, bon, pour que la police me protège, il faudrait que quelque part, il y ait un esprit, un ange gardien qui avertisse la police 48 heures à l'avance qu'il va y avoir une menace sur ma vie à moi, comme citoyen. Et la police allait prendre des dispositions pour protéger ma vie. Ben, s'ils n'ont pas pu protéger tout ce qu'il fallait, ils ont pu quand même arrêter pas mal de personnes à Port-au-Prince. Et là, ça plus de 60 personnes. Oui. Ça fait un sitting quand même devant le palais de justice. Oui, justement, il y a des parents de ces gens-là qui ont été arrêtés, qui ont manifesté hier pour dire, écoutez, moi, nos proches étaient des innocents, que la police, de façon aléatoire, a mis la main au collet et qu'il faudrait les élargir. Écoutons. Libération, mon petit moyen. Yo arrêté petit moyen. Yo les guerriers d'agneau. Yo arrêté le sous aéroport. Mes amis t'ont pris m'a demandé. Libération, moun sa yo, mes amis. Ça c'est habillé. Si nèg là dans travail, mais qu'on y a fait du travail là, oui. On peut m'a demandé libération pour moi, s'il vous plaît. Libération, toute l'autre innocent yo. Libération, 105 moun sa yo immédiatement. Sans condition, je nous l'État, au lieu de créer des conditions sine qua non pour que malheureusement allons souffre, c'est arrestation illégale et arbitraire, la faire contre ensemble des malheureuses. Oui, il a parlé de 105, mais officiellement, les autorités parlent de 64 personnes arrêtées. Bon, on va voir ce que ça va donner. En Haïti, Jean-Humain, il y a une affaire de prêt à l'ONA. Oui. Et dans ce on croyait que c'était une affaire de prêt. Oui, dans ce dossier, c'est le nom de M. Boulos, Réginald Boulos, qui a été cité, comme quoi il a fait un prêt de 700 millions de goudes à l'ONA, qui aurait mis l'ONA en faillite. Mais on a confondu prêt et placement. Justement, selon M. Boulos, il n'a jamais été question de prêt. Au contraire, c'est un placement intéressant. Il se présente comme celui qui a fait une très bonne affaire avec l'ONA parce qu'en faisant ce placement-là, l'ONA a pu gagner beaucoup d'argent. On va proposer aux auditeurs d'écouter ce reportage de Diego Chal par rapport à cette affaire-là. Le montant du contrat en question se chiffre à 700 millions de goudes selon Réginald Boulos, 62 ans. Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'un prêt, mais d'un placement fait par l'ONA dans l'une de ses entreprises, ce qui est conforme au prescrit de l'article 265 de la loi organique de l'institution. Les critiques font croire qu'en raison de ce prêt, l'ONA aurait fait faillite et serait par conséquent dans l'incapacité de payer ses pensionnés. Pourtant, le docteur Boulos croit le contraire, déclarant que c'est le meilleur placement qu'a jamais fait l'ONA. À partir de ce placement, l'ONA bénéficie de deux paiements, l'un de 3% en goudes et une quote-part de 1,5% en dollars américains mensuellement sur une période de 10 ans, a indiqué le médecin de profession. De juin 2017 à juin 2018, nous avons 747 000 $ américains, soit 50 801 000 goudes. Intérêt et quote-part. Qui ça montant prêté à 700 millions de goudes. Bénéficie de 3% d'intérêt en goudes, 1,5% de toutes les ventes Nissan chaque mois, en dollars, pendant 10 ans. Réginald Boulos croit que ce sont les prêts improductifs accordés à certains membres du secteur privé des affaires, des officiels de l'État et des prêts à la consommation improductifs qui sont les principales causes des difficultés financières de l'Office national d'assurance vieillesse. L'entrepreneur dit détenir une liste de plusieurs prêts à la consommation improductifs ainsi que des placements et prêts délinquants accordés par l'ONA. J'ai près 4 millions de dollars fait depuis 8 ans. Si pourquoi j'aime rapporter l'ONA au bout, probablement des directeurs de l'ONA. J'ai près qui fait d'un port depuis 3 ans. Si pourquoi j'aime tout son corps. Moi, j'ai vu une liste de voitures 780 millions de gouttes financées pour des petites bourses. Vous comprenez combien de taux d'improductivité a eu? 92%. C'est en ce sens et dans un souci de transparence que Réginald Boulos demande au directeur général de l'ONA de publier la liste des prêts délinquants ainsi que les prêts productifs accordés par l'institution. Faire liste tout placement que le fait dans le secteur privé et SPE ajoute, faire liste tout député à sénateur, faire prêt dans l'ONA, pas jamais payer ou bien pas payer, ou bien qui paye. Et puis, prêt à la consommation que l'ONA fait, liste
tout le monde. Depuis plusieurs années, Réginald Boulos semble n'être pas apprécié par des membres de la population haïtienne, notamment certains leaders et militants politiques. Les actes de violence enregistrés les 6, 7 et 8 juillet dernier peuvent en témoigner. Les entreprises commerciales dans lesquelles l'homme d'affaires possède des actions ont été les principales cibles des protestataires. Diego Charles, Vision 2000. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, Roué Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinac drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Vente TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombar-Moncourt. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dany Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission $40 à l'avance incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque. Billets et infos, haïtienfolie.com. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. – 7h52. Il ne nous reste pas beaucoup de temps que ça, 5 minutes pour les nouvelles d'Haïti, les commentaires. Ouais. Michel-Ange Gédéon. Mais vraiment, je pense que les discours, les précisions qu'il a apportées au Parlement, c'est vraiment très irresponsable. Je vais t'expliquer. Okay. La première chose, Jean-Numa, quand tu es chef de la police et que tu as un système qui s'appelle, je ne sais pas, avec tes autorités qui t'annoncent qu'à minuit, on va faire lancer une annonce comme ça, on sait tout ce qu'il y a eu comme ça. Voilà. Si tu n'es pas d'accord ou techniquement tu ne peux pas intervenir, la meilleure chose à faire, c'est d'expliquer à votre collaborateur ou supérieur hiérarchique, écoutez, techniquement, j'ai besoin de 24 heures ou une semaine pour faire ça. Voilà pourquoi j'aurais aimé que vous voyez changer la date de ça. C'est pas... ça, il l'a dit. Mais il dit qu'il l'a dit. Et on ne l'a pas écouté. Non. OK. Maintenant, expliquer aussi aux parlementaires que tous les problèmes que la PNH a depuis peut-être 10-15 ans ça n'a rien à voir. Justifier l'inefficacité de la PNH, je ne comprends pas. Les problèmes des retards d'échecs, ce n'est pas seulement la PNH, c'est tout le système de l'État qu'il faut revoir. Ouais. Et puis, on parle quand même de la police. Ouais. On parle quand même de la police. Ce n'est pas des militaires classiques, mais c'est quand même de la police qui devait être formée pour intervenir n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Lié à ça. Maintenant, il est en train d'expliquer parce que les paiements n'ont pas été faits à temps et que la PNH ne pouvait pas intervenir. Ça, c'est vraiment irresponsable. Ouais. Je crois qu'il y a une responsabilité partagée dans cette affaire. C'est pas seulement Jacques-Guy Lafontaine. Absolument. Jacques-Guy Lafontaine a fait une grosse erreur dans la mesure où, vu les circonstances, effectivement, en Haïti, la police n'a pas de très grands moyens. Oui, effectivement, il y a un problème de motivation des troupes de la police et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du début du mois de juillet. Là. C'est connu. Maintenant, Jacques-Guy Lafontaine a fait une erreur en ne pas en n'écoutant pas plutôt Michel-Ange Gédéon et en prenant la décision quand même, ne lui accordant pas plus de temps. Mais il y a le fait que aussi la police, sa mission, et c'est essentiellement sa mission de protéger des vies et des biens. Absolument. Si ma vie est en danger, moi je ne vais pas avertir la police 48 heures à l'avance que ma vie sera en danger. Tout simplement. Pour me protéger. Écoutez, si on parle de problème de motivation, la première personne placée à motiver ses troupes, c'est M. Gédéon. Oui. Et je ne dis pas qu'il va trouver l'échec là, il n'y en a pas, mais c'est expliquer, monsieur, on est dans une situation difficile. Je comprends que vous n'avez pas encore reçu votre chèque, mais là, on n'a pas le choix. Je vous encourage vraiment à faire de votre mieux pour intervenir. Mais ce n'est pas dire que les troupes étaient chez eux. Ils ne pouvaient pas venir pour aider les gens, mais ils pouvaient venir sortir pour chercher les banques pour changer les chèques aussi. J'en ai dit, mais il y a plus grave que ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a demandé au Premier ministre de trouver un moyen de sortir les chèques. Et les chèques sont sortis. OK. Le 5. Raison de plus de motiver son équipe, tu vois. Oui, non, mais les chèques sont sortis le 5. Imagine-toi, et il l'a dit au Parlement, que les policiers, au lieu d'aller sauver des vies et des biens, sont allés chercher, échanger leurs chèques. OK, on a compris. Oui. On a compris qu'on a vraiment un leadership irresponsable au niveau de la PNH. Ah non.
Là, c'est plus une question de problème de motivation. Les policiers auraient pu attendre lundi pour aller échanger leur chèque. Ben, c'est le minimum. C'est comme toi, tu es journaliste. Si tu te retrouves sur le terrain, quelque chose se passe, c'est comme un réflexe pour toi. Tu ne peux pas être policier. Tu es à travers les rues, tu traverses les barricades pour aller changer ton chèque. Tu n'as aucune motivation, aucun réflexe de pouvoir ou de vouloir aider. Mais moi, je ne comprends pas du tout. C'est absolument irresponsable. Je ne comprends absolument pas ça. Mais là, il va falloir vraiment que comprennent que les gens, les autorités haïtiennes puissent prendre leurs responsabilités. Avec des discours comme ça, je pense qu'il devait avoir vraiment des explications beaucoup plus pointues, sérieuses aussi. Quelque part, il y avait une volonté délibérée qui vient d'où, je ne sais pas, d'affaiblir le pouvoir. Moi, je le crois dans cet angle aussi. Je le vois aussi comme ça. Ouais. L'objectif, c'était d'affaiblir le pouvoir actuel. Mais regarde, la première déclaration que M. Gédéon a faite là, après tout ça, c'est que c'est maintenant qu'on voit l'importance de la PNH. Le lendemain de la chose, sur le terrain, sur Radio Caraïbe, c'est ce qu'il a dit là. C'était pour lui une bonne occasion de montrer à tout le monde, écoutez, et nous, on est là, et c'est nous qui peuvent... c'est la PNH qui peut décider comment faire les choses. La police et la politique, hein? Quel drôle de mélange. C'est dangereux pour une société. C'est vraiment irresponsable. La police et la politique. Ok. Bonne chance avec ça. Bonne journée, mesdames, messieurs. Demain, 7h.